Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne Les corps qui pensent. Nous allons accueillir aujourd'hui un nouvel invité. Avant, je me présente rapidement, je suis Alban Dantras, j'enseigne et forme au Pilates depuis 25 ans. Je suis également orthokinésiste, orthopédiste et posturologue. Et maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir Eugenio Correnti. Bonjour Eugenio. Bonjour Alban. Bienvenue dans notre chaîne Les corps qui pensent. Je dis notre parce qu'elle nous appartient à tous, nous sommes tous corps. Alors, je vais te présenter. Tu es professeur de yoga, instructeur de pleine conscience, qu'on appelle aussi mindfulness, yoga thérapeute et formateur d'enseignants de MBSR pour IMA. Alors IMA, je précise, ça n'est pas l'Institut du monde arabe, c'est l'Institute for Mindfulness-Based Approaches. Exactement. Tu pratiques aussi à titre personnel la méditation et le yoga depuis 25 ans. Donc tu es un grand pratiquant aujourd'hui. Hmm. As-tu des choses à ajouter à ce parcours? À ce parcours, peut-être ajouter que je suis très nourri par la communication non violente depuis une dizaine d'années, euh, à titre personnel et aussi professionnel. Et tout ce qui a... Je suis également formé à la régulation émotionnelle. Voilà. La régulation D'accord, très émotionnelle, bien, pour moi, est très importante. très intéressant. Du coup, on pourra revenir sur cette notion de communication non violente et régulation émotionnelle un petit peu plus tard. On y reviendra parce que c'est très intéressant. Avec plaisir. Euh, je suis allée un peu voir des choses sur toi où tu es interviewé par ailleurs. J'ai trouvé une petite rubrique sur Internet et tu expliques que la méditation t'a aidé pendant tes études de Polytechnique à Oui. Stockholm. Alors ça, c'est très intéressant. Donc tu as grandi en Suède, du coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à comment ça t'a aidé? Alors, j'avais d'abord abordé la méditation et le yoga sous un angle de curiosité. En tant qu'adolescent, j'avais acheté un livre et j'avais commencé à pratiquer deux, trois postures et des exercices de respiration. Mais c'est vraiment quand je faisais mes études en Suède, à Coteo, l'école polytechnique de Stockholm, que j'ai repris à pratiquer du yoga et de la respiration. Euh, Parce que c'était des périodes d'examen, de stress, de pression. Et là, j'ai vraiment senti cet effet bien-être et calme que me procuraient ces pratiques. Voilà, j'ai ressenti assez rapidement ça lors de D'accord, cette pratique. Mm. très bien. Et donc là, je reviens sur ce que tu pratiques aujourd'hui. Donc tu enseignes la méditation à tout le monde, absolument tout le monde. Oui, Et une de ces personnes sont aussi les seniors. oui. Alors, j'ai l'impression, j'ai eu le sentiment en lisant ce que tu fais, que c'est un groupe un peu à part. En quoi est-il un petit peu à part par rapport à l'enseignement et à la pratique de la méditation? Alors, ce qui est intéressant avec les seniors, donc je suis très sensible à ce groupe. Dans le passé, j'avais déjà enseigné d'autres matières, notamment des initiations à l'informatique, aux outils informatiques aux seniors. Il y a vraiment une Oui, vingtaine d'années de ça. d'accord. Et j'ai souvent des seniors à mes ateliers de méditation. J'ai ce public qui vient naturellement. Alors, ce qui est vraiment spécifique avec les seniors, c'est pas le fait qu'ils soient seniors, parce que bon, les seniors, c'est très large en plus comme groupe, hein. Donc, dans certains pays, on est senior à partir de 40 ans, dans certains métiers, d'autres 50, 60. Donc, c'est très, très large. On va dire ça va de 50 à 100, 110 ans. Mais ce qui est spécifique par rapport aux pratiques de pleine conscience, c'est que peut-être leurs préoccupations et leurs intérêts ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont dans une vie active. Et donc, il y a cet âge qui les amène vers peut-être de la réflexion, de l'introspection. Il y a un rythme plus lent aussi en termes d'apprentissage, en termes de progression. Et il y a aussi cette fenêtre vers
vers la finitude de notre vie, vers la mort, qui peut être, une fenêtre intéressante et nourrissante en tant que Tout à pratique de fait. pleine conscience. Mmh. Donc les seniors, c'est pour ça qu'il y a des programmes adaptés, hein, Mmh. qui valent ce qu'ils valent, qui sont plus longs que les programmes classiques en 8 semaines. Donc le programme Mmh. senior, il est en 8 mois, D'accord. pour permettre de mûrir d'avoir son propre rythme d'apprentissage. Et là, je vais penser du coup aussi plus tard à la grande vieillesse. Je pense que, voilà, comment aide la méditation justement pour accompagner vers la fin, même si pour enfin, voilà, la notion de mort, c'est une notion très occidentale, mais bon, voilà, comment ça accompagne vers la fin? Alors écoute, Alban, il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. En France, on est un peu frileux pour l'instant Ouais. de mélanger la pratique de la pleine conscience avec, hem, la mort ou les soins palliatifs. Mais ceci dit, il y a des professionnels de santé qui sont Mmh. médecins en soins palliatifs, qui travaillent avec les pratiques de méditation et de pleine conscience et qui les amènent, aux patients, mais ils le font plus comme une démarche individuelle, hein, Mmh. qu'institutionnelle. Mmh. Mais moi, je suis convaincu que la pratique de la pleine conscience elle est là pour les enfants, pour les ados, pour les adultes et pour les seniors et à tout moment, hein. Donc, le Mmh. maître zen Thich Nhat Hanh qui vient de Oui. décéder, il disait que Mmh. du moment qu'on respire, on peut pratiquer la pleine conscience, on peut pratiquer la méditation. Absolument. Ouais. Donc mais voilà, donc il faut pas heurter non plus les sensibilités de chacun. Voilà, Mmh. on est dans quelque chose de un peu touchy, comme disent nos amis anglophones, toujours. Voilà, Ouais, très bien. Bon, après, il y a aussi une question de temps peut-être aussi, parce que ça reste encore un peu nouveau, oui, et puis c'est un exercice et comme toute pratique, c'est en le pratiquant qu'on comprend les choses par paliers et à un oui. moment donné, paf, ça devient évident. Oui, tout à fait. Et puis quelque chose d'important aussi c'est important de rappeler, c'est que paradoxalement, dans toutes ces pratiques de pleine conscience et même, j'ai envie de dire, au sens plus large de yoga, il y a bien sûr, il y a une intention, on pratique pour une raison, bien sûr, mais intrinsèquement, on a ce non-effort ou ce Mmh. non-résultat qui est là. Mmh. Plus on s'acharne à avoir ce résultat, Mmh. dans notre pratique et en général, moins ce résultat, émerge spontanément. Donc il y Oui, a vraiment quelque chose de l'ordre de l'instant, de la pratique, oui, ici et maintenant, voilà. tout à fait, oui. Est-ce que du coup, ça pourrait être, totalement complémentaire, mais en même temps totalement différent de notre état d'esprit actuel où on est dans le challenge, le win, le Mmh. Non, pour moi, oui, c'est complémentaire. C'est en mode oui, et, d'accord. c'est vraiment complémentaire Mmh. et il y a pas d'opposition parce que toutes ces pratiques sont des portes d'entrée. Il y a Ouais. plein de portes d'entrée aujourd'hui. Il y a des personnes qui abordent la pratique de pleine conscience ou de méditation sous l'angle de la spiritualité, Mmh. sous l'angle bouddhiste, bien sûr, parce que Ouais. il y a les racines bouddhistes, mais il y en a qui l'abordent aussi sous l'angle de la performance, de l'augmentation de l'énergie, de la récupération. Tout Voilà, à on le fait. voit avec les sportifs de haut niveau, comme Novak Djokovic, c'est intéressant le tennis de Novak Djokovic parce que depuis il pratique la pleine conscience, il pratique la mindfulness depuis quelques années, il en parle dans son livre, mais bizarrement, il perd des matchs depuis qu'il pratique. Et donc voilà, l'intérêt, c'est pas de Mmh. gagner, mais c'est d'être plus présent, tout D'accord. simplement, à cet instant. Voilà. Est-ce que ça nous amène finalement à être plus, en adéquation avec nos rythmes, nos besoins et finalement plus se respecter? Oui, oui, je crois que c'est vraiment la première intention
c'est Mmh. de cette pratique, c'est de nous permettre d'être réflexifs, de faire Mmh. une pause, un retour à nous, à qu'est-ce qui se passe Mmh. en nous et de quoi ai-je besoin ici et maintenant. C'est Mmh. vraiment ça je pense que tous les enseignants de méditation, qu'ils soient, MBSR ou pas ou Mmh. et ils ont ce désir que les personnes prennent soin d'eux, voilà, qu'ils Mmh. prennent soin d'eux à chaque instant. Donc oui, Absolument. c'est vraiment ça un des Mmh. messages, oui. Alors, maintenant, je vais changer de groupe de personnes parce que ça me semble très intéressant qu'on aborde ce sujet. Tu es formée et tu enseignes du coup, pour la prévention de la rechute addictive. Oui, Alors les addictions, ça touche plein de domaines. Ça peut être la nourriture, ça peut être la drogue, ça peut être, le sexe aussi, ça peut oui. être, Les plein de écrans choses. maintenant Les aussi, écrans, tellement. absolument, le vol, hein, Oui, oui. voilà. Voilà, tout ça et il y a plein d'autres exemples. Voilà, pourrais-tu nous en parler du coup? Alors, je me suis formé il y a quelques années à la prévention de la rechute addictive à travers la pleine Oui. conscience. Le programme s'appelle MBRP. Mmh. Déjà, peut-être pourquoi je me suis formé, parce que on rencontre beaucoup d'addictions aujourd'hui. Il y a Oui. énormément d'addictions. Il y a des addictions, des petites addictions, des grosses addictions. Mmh. Et, et donc, j'en rencontrais beaucoup dans les stages MBSR, hein, de différents types, hein, des façons de compenser notre mal-être, notre stress. Mmh. Et donc, je me suis formé et je n'ai jamais vraiment mené de groupe, hein, avec des personnes qui ont des addictions, mais je forme des professionnels de santé qui travaillent dans des D'accord. services d'addiction. Mmh. Actuellement, je forme un hôpital, un service d'addictologie Ah qui oui, très travaille important. avec des patients qui ont des Mmh. addictions et aussi avec des détenus, qui est une Oui. de mes passions aussi, le milieu carcéral. Mmh. Et, et donc la pratique de pleine conscience est une pratique qui peut aider pour, pour prévenir la rechute, pour prendre conscience de son niveau d'addiction et de tout l'écosystème, tout ce qu'il y a autour en fait des Mmh. addictions. Très bien. Et bah, justement par rapport à ce milieu carcéral, Oui, j'ai cru comprendre que tu enseignais et aux prévenus, mais aussi au personnel du oui, milieu carcéral. oui. Heu, Quelles évolutions comportementales, ou tout simplement de pensée ou émotionnelles as-tu pu observer? Alors si j'interviens en milieu carcéral depuis maintenant 2015, c'est parce que je crois en l'humain et en sa capacité à prendre conscience, Mmh. indépendamment de son passé, de ce qui de son passé judiciaire, hein, notamment. Donc effectivement, j'interviens avec les prévenus, avec les détenus, avec le personnel de l'administration pénitentiaire et et alors des fois, c'est très frustrant parce qu'on ne peut que proposer des pratiques. Mmh Donc mh. le volontariat est un grand mot en milieu carcéral Ouais. qui qu'il faut vraiment recontextualiser. Il n'y a pas Mmh. vraiment de volontariat, même si la personne Mmh. peut être volontaire pour venir à mes ateliers ou à mes Mmh. séances. Mais au fil des années, j'ai quand même, eu la chance de voir des vraies transformations, des vraies prises de conscience en lien avec ces pratiques de pleine conscience, de communication non violente, vraiment des prises de conscience. Par exemple, des détenus, même des détenus femmes ou hommes avec qui j'ai travaillé, j'ai eu ce retour quelques mois après que la personne était dans une colère profonde, très fâchée et du coup, elle s'est juste souvenue que de faire un retour à sa respiration pour réguler ses émotions, pour éviter d'imploser et d'exploser, face à Mmh. l'agent, de l'administration pénitentiaire. Donc quand j'entends ça, je me dis qu'il y a des graines qui ont été semées et ces Absolument. pratiques Oui, peuvent être utiles à la oui. personne Oui, et c'est aux beau parce que ça joue du coup, sur, la plasticité comportementale oui, et du coup, ben, au final, ben, John Kabat-Zinn, c'est un éminent professeur, en faculté de médecine. oui, Voilà, c'est lui qui a créé la MBSR, oui, qui est une des pratiques que tu enseignes aujourd'hui oui. et en quoi justement pourrait-on parler de plasticité cérébrale, mais voire plus loin?
Alors la plasticité cérébrale nous amène sur le terrain des études, hein, de la Mmh. science et des effets, de la science. Alors c'est un terrain qui est exploré, où on sait pas grand-chose, mais on a appris des choses en 40 ans, hein, Mmh. depuis 1979 et le livre de John Kabat-Zinn et son introduction à l'hôpital. Il y a des psychiatres qui maintenant font des études approfondies, Mmh. qui font, des IRM, Voilà. avec des méditants, très 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 Mmh. assidus comme Mathieu Ricard et d'autres. En France, il y a Effectivement. Antoine Lutz qui fait un Mmh. travail fantastique, et ce Mmh. qu'on sait aujourd'hui, c'est que la méditation modifie, elle a un impact effectivement sur la plasticité cérébrale, hein. Mmh. Et une pratique, ne serait-ce que de quelques minutes par jour, hein, Mmh. régulière, va, modifier Mmh. notre cerveau et va Ouais, avoir un impact sur des aires du cerveau, effectivement. ouais. Donc ça, Et oui, il y a c'est ça la puissance, de ce genre de pratique. oui. Mmh. Hem, alors, on va aller vers les enfants maintenant, OK. parce que finalement un adulte, c'était un enfant Mmh. et si l'on pratiquait la méditation depuis tout petit. Mmh. Alors comment ça se passe pour les enfants? Alors comment ça se passe pour les enfants? Les enfants, sont des, et les enfants, c'est un public qui par définition a besoin du jeu, d'un côté Mmh. ludique de la pratique. Donc globalement, toutes ces pratiques de pleine conscience ou de yoga, quand elles sont adaptées aux enfants, elles ont un côté très, très ludique, hein, et Mmh. très encore plus expérientiel, hein, que pour les adultes. Et comment ça se passe? On essaye d'introduire, alors moi, je ne suis pas directement formé pour les enfants, mais il y a énormément d'associations et de professionnels de la méditation, du yoga qui travaillent avec les enfants, et globalement, c'est des pratiques, c'est les mêmes pratiques que pour les adultes, mais plus courtes, hein. Il y a plus de jeux, il y a plus Mmh. d'histoires, hein, et globalement, les enfants, c'est fantastique parce qu'ils ont un cerveau, ils ont plus de neurones que nous, plus de capacité d'apprentissage, et donc globalement, quand ils aiment bien Oui. ce type de pratique, Mmh. ça en fait des amis pour la vie, en fait, ces pratiques. Ça devient des pratiques, de régulation émotionnelle, de pratiques indirectement d'empathie. Voilà, ça leur permet D'accord. de mieux fonctionner, en fait, voilà, et de réguler leurs émotions. Oui. C'est ce qu'on constate, hein, Mmh. aujourd'hui. Oui. Après, c'est vrai que quand on voit des enfants, avant qu'ils soient confrontés à de réelles difficultés sur le plan social, sur le plan émotionnel et cetera, pour ceux qui naissent dans un contexte familial favorable, bien entendu, Ouais. ce n'est pas toujours le cas, voilà. Mais quand ils sont dans un contexte familial favorable, la nature de l'enfant, c'est quand même d'être, dans l'empathie, dans la gentillesse, dans la joie, dans la curiosité. Alors j'ai envie de te poser une question, est-ce que finalement ça ne permettrait pas d'aller simplement déployer ces graines que l'enfant a naturellement et de les Oui. conserver ou de les maintenir, de les épanouir encore plus? Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, Merci. on peut quand même dire que alors on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais Mmh. notre émotion de base, hein, est celle d'être joyeux Mmh. et d'être ouvert et disponible à Mmh. la vie, Mmh. dans des conditions, on va dire, normales, et donc effectivement, il s'agit de cultiver cette joie, Mmh. plus que de. C'est intéressant parce que quand John Kabat-Zinn a introduit la méditation, il cherchait un angle d'attaque, hein, un point Oui. d'entrée. Il pratiquait lui-même le yoga, la méditation depuis des Mmh. années, et donc à l'époque, vers la fin des années 70, c'était le stress qui commençait Mmh. à être de plus en plus important aux États-Unis. Donc Mmh. la porte d'entrée, ça a été de réduire le stress. Mmh. Très bien. Quelque part, hein, on aurait pu avoir cette porte d'entrée de cultiver la joie, et de cultiver la joie, de cultiver l'empathie. Donc plus positivement. Et pour les enfants, effectivement, heu, il s'agit de cultiver, cette joie qui est là, hein, qui est déjà Bien il sûr. s'agit de la déployer, de la déployer, de la Mmh. cultiver, oui. Oui. Et oui. Alors du coup, moi, ça me fait rêver parce qu'on se dirait: «Mais si tout le monde faisait ça dès l'enfance, comment serait le monde?» Bah, pourquoi pas? Parce que, moi je pense que
on peut être, il faut être réaliste, hein, Mmh. mais qui n'a pas des rêves ou des Mmh. visions un peu, difficiles ou impossibles? Mmh. Voilà, et Mmh. je connais plein d'établissements scolaires, Mmh. heu, qui sont, par exemple, formés, si on parle de la communication non violente, qui sont homologués CNV. Et Mmh. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les enseignants, les administratifs, les surveillants, les élèves, tout le monde a été formé à la Mmh. communication non violente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ça veut dire qu'en cas de conflit potentiel, on est capable, en mode prévention, de s'appuyer sur des processus de régulation émotionnelle, Mmh. pour soi et avec l'autre. Oui, Et des bons et je supports, ouais. Mmh. Ouais, et je pense que la pratique de la méditation, moi, je peux partager, par exemple, ce que fait une CPE, qui est une Mmh mh. conseillère pour l'éducation dans un collège. Tous les matins, alors je trouve ça fantastique. Tous les matins, elle propose aux enfants de la classe, elle a un bol avec des pierres, Mmh mh. de couleur, et elle propose aux enfants, voilà, tu choisis la couleur qui est de cette couleur, ça veut dire que tu es pas bien, de cette couleur, Mmh. c'est que tu es bien. Donc chaque enfant choisit une couleur et une pierre, hein, ou un objet, et après elle les rassemble, elle dit: Voilà comment est la classe en ce moment». D'accord. Et après elle propose un petit temps de respiration, juste juste de respiration, de retour à comment je me sens. Voilà, comment je me sens à cet instant. Et donc ça permet aux enfants, mine de rien, avec une pratique, toute simple, ça Mmh mh. permet aux enfants de prendre conscience de comment moi je me sens, Mmh. et de prendre conscience que: «Ah tiens, mon voisin, lui, il est pas bien aujourd'hui, ce matin». Et la classe, elle est, voilà l'état de la classe, hein, collectivement. Donc c'est des pratiques toutes simples, hein, on n'a pas besoin de s'asseoir et méditer, on peut Mmh. pratiquer d'autres façons également. Ah oui, c'est très intéressant, on matérialise, la classe, on Oui, matérialise les émotions, on peut les voir, oui. ouais, c'est très bien ça comme système. On peut peut-être l'appliquer aussi aux adultes finalement, On peut l'appliquer aux adultes complètement, parce que ouais. l'adulte est généralement dans ses besoins en tant Mmh. qu'individu, et c'est normal, hein, donc Mmh. mais dès lors qu'on est dans un groupe, les études montrent, hein, si on parle des études, il y a une étude que je cite souvent, c'est l'étude qui a été faite sur le stress, hein, comme quoi Oui, le stress est vraiment contagieux et passe d'un cerveau à un autre en tant que tout à signal fait. chimique, hein. Ils ont fait c'est des Mmh. neuroscientifiques canadiens, ils ont fait cette étude, avec des souris, je crois, ou des rats en Mmh. laboratoire. Ils ont pris une souris qu'ils ont stressée par des moyens, ils l'ont introduite dans un groupe, et c'est très intéressant, dans ce groupe qui était moyennement stressé, la souris, elle communique son stress, hein, Mmh. chimiquement, avec des ondes cérébrales, hein, et donc ça Mmh. permet de stresser tout le monde, tout le groupe est Mmh. stressé. Et après ils ont constaté que les souris ou les rats, femelles, presque par hasard, ils ont découvert qu'elles avaient un moyen de diminuer leur stress en resocialisant, en se mettant en groupe. D'accord. Donc le groupe est important à tous les niveaux, oui, Absolument, absolument. ouais, Hem, alors, tchouk tchouk tchouk. Moi, j'ai une question par rapport au monde des entreprises. oui, Parce que, c'est vrai que les entreprises, on se dépêche, on arrive tôt le matin, on va à son bureau, quelquefois on est dans des open space, heu, on a des objectifs et cetera et bon, tu enseignes à des particuliers, soit, mais aussi tu animes des ateliers en entreprise. Alors, je suis curieuse, comment ça se passe? Parce que moi, j'imagine un open space avec les gens qui arrivent, le café, tout ça et cetera. Tu leur proposes d'être dans une salle, tranquille, minimaliste, zen, ou est-ce qu'ils peuvent le faire de leur bureau, leur open space? Comment ça se passe? Alors maintenant, on est vraiment en 2022, on est vraiment dans un format hybride, au sens que il y a, moi j'ai animé aussi bien des ateliers ponctuels dans des Mmh. entreprises, des ateliers réguliers, type une fois par semaine, lors Mmh. du entre midi et 2, ouverts à tout le monde. Des fois, ça a été des programmes adaptés pour certains employés, mais globalement, les pratiques de pleine conscience, de méditation, doivent être adaptées au monde de l'entreprise, doivent être adaptées Mmh. aux employés,
mais c'est un moyen pour se mettre en pause quelque part, hein, Oui. pour faire une pause consciente, pour quelque part inviter, les employés à ne pas courir, hein, du matin au soir dans le monde de l'entreprise, mais aussi à avoir des temps de retour à soi, de régulation des émotions à travers ces pratiques. Donc globalement, on peut imaginer plusieurs formats, mais ça peut être des salles dédiées, ça peut être dans les salles de sport, par exemple. J'ai beaucoup fait ça, chez Oh! Carrefour, Intéressant. en association avec toutes leurs activités, Mmh. bien-être, sport et Mmh. bien-être. Donc je proposais des ateliers ponctuels, et Mmh. avec des thèmes aussi sur le Mmh. sommeil, l'alimentation, et j'ai proposé ça aussi, sur des programmes définis, voilà, dans le temps, dans des durées limitées. Voilà, on peut l'entreprise et les collectivités aujourd'hui sont très, très, très à l'écoute parce qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail, hein. Avant, c'était la Mmh. prévention des risques psychosociaux, et Tout à fait. c'est intéressant, c'est un peu comme la porte d'entrée du stress, Mmh. versus la cultivation de la joie. Il vaut mieux peut-être, cultiver la qualité de vie au travail, hein, plutôt que de prévenir les risques psychosociaux, voilà. Oui, on est bien d'accord, ouais. Ouais, Alors, merci pour cet éclaircissement et du coup, ben, ça m'amène à la question suivante. Tu nous parlais de communication non violente, la oui, CNV, oui, qui vient à la base de Marshall Rosenberg. oui. Et en quoi justement, dans les liens sociaux ou dans les liens personnels, cela va permettre, qu'est-ce que ça permet finalement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça permet, la communication non violente? Alors la communication non violente est une pratique, un peu comme la méditation, qui est très codifiée, heu et en même temps, c'est une pratique qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une pratique qui doit être expérimentée par la personne. On doit observer, écouter et prendre conscience de comment on communique déjà avec Mmh. nous-mêmes, et puis comment on écoute les autres et comment on communique avec les autres. Donc pour moi, la communication non violente ou la communication bienveillante ou positive, parce que c'est un peu la même chose, elle permet de garder notre intention, et de prendre conscience de notre intention, et elle permet tout simplement d'améliorer la communication avec nous-mêmes et avec les autres. C'est ça, c'est vraiment ça ce Mmh. que je vois d'intéressant avec la Mmh. communication non violente. Mmh. C'est pas que tout le monde soit, bienveillant, avec cette injonction de bienveillance, tout le monde soit Ouais. bisounours. Mmh. Par exemple, je dis toujours que la colère pour moi est une énergie très Mmh. belle et très Mmh. saine souvent, parce que souvent la colère, elle est en lien avec un besoin qui n'est pas satisfait. Tout à fait. Si je vois, quelqu'un dans la rue, qui est violent, heu, je vais me mettre en colère parce que je ne suis pas Mmh. d'accord avec ce que je vois. Tout à fait. Voilà, donc ça fait un lien avec Mmh. son besoin. Donc Mmh. Marshall Rosenberg a vraiment, développé la communication non violente. Il est décédé depuis quelques années, mais la communication non violente est un outil, est une pratique vraiment, intéressante, Mmh. pour tous les Ouais. contextes. Oui, Et j'entends tout à fait ce que tu dis quand tu dis qu'il y a un lien, très fort avec la méditation. Puisque oui, finalement, on observe ce qui se passe et oui. on va pouvoir ensuite penser et agir de façon, là c'est moi qui interprète, plus évoluée que si on se laissait basiquement entraîner par une émotion non détectée. Oui, oui, ça va vraiment très, très loin ce Mmh. pont entre la méditation et la communication non violente, parce que Mmh. c'est assez intéressant quand on se forme à la CNV, la plupart Mmh. des formateurs, ils nous invitent lors des ateliers à faire des pauses, à: «Qu'est-ce que je ressens dans le corps? Mmh. Qu'est-ce que je ressens dans le Mmh. corps? Quelle est mon émotion? Où est-ce que ça se passe dans le corps?» Mmh. Et ça permet d'apprendre et de cultiver une régulation émotionnelle, très puissante, hein. Mmh. Et donc la communication non violente, c'est se mettre en relation avec ses émotions Mmh. et ses besoins, et aussi développer cette écoute des émotions et des besoins de l'autre, hein. Ouais, Tout à fait. ouais. Oui, oui. Alors à quoi ça sert, hein? Moi je suis très inspiré par, la communication non violente au niveau des couples, hein, au niveau des Mmh. familles, Ah heu, oui. au niveau Mmh. des politiques. Ça, c'est Mmh. utilisé dans la politique, dans les zones de conflit. Mmh. Et tout ce qui est médiation, globalement.
Mmh. tout ce qui est médiation, voilà. Et aujourd'hui, on est dans une société de beaucoup de conflits et il y a beaucoup de besoins de médiation au niveau familial, social, dans les Mmh. hôpitaux, dans les entreprises. Mmh. Et donc je pense que ça peut être intéressant pour plein de personnes. Ouais. Du coup, ça me fait, penser à certaines choses. Je vais prendre mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Si on me parle, avec, une voix très haute ou un ton très fort ou très en colère, je ne vais pas comprendre ce que va dire la personne. Pourquoi? Parce que ça va générer un tel stress que la personne ait raison ou tort, ou peut-être ni tort ni raison. D'ailleurs, quelquefois, c'est plus complexe que ça, mais je ne vais rien entendre et je vois souvent dans les relations de plateau, là, on est en pleines, élections d'ailleurs, enfin pas élections, pas tout de suite, Ouais, mais ça va ouais, arriver, enfin, il y a plein de débats politiques et souvent, moi, j'éteins parce qu'en fait, quand je les vois se répondre, mais je vois une telle décharge de mmh. colère, de sentiment d'injustice, de «moi j'ai raison» et cetera, que je ne peux pas écouter. Alors est-ce que ça serait pas intéressant justement que ces personnes, mais tout le monde, apprennent ce genre de communication pour être aussi mieux entendus, mieux compris? Oui, oui, parce qu'il y a effectivement moi je fais le même constat quand je regarde, Mmh, des émissions. Effectivement, je suis très sensible aussi au ton de la mmh, voix, au le on sait très bien que 70 de la communication se passe en non verbal mmh, mais on a tendance à l'oublier. Et donc ce qui veut dire que moi j'ai un fils de 6 ans et quand je mmh, lui parle avec un certain ton, il m'écoute pas. Si le ton est mmh, trop dur ou trop ferme, mmh, le contenu ne va pas passer. Donc le ton est important. Après mmh, oui, effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mmh, heu, pour améliorer, pour améliorer notre capacité à communiquer avec les autres, hein, finalement, mmh, à faire mmh, passer notre message, hein. Parce que mmh, quand le message, il est prononcé avec une voix, très autoritaire, hein, mmh, du coup, le message, il ne passe pas, hein. Donc on le sait ça en mmh. communication, ça c'est sûr. Oui. Ce que j'entends dans ce que tu dis finalement, c'est de se permettre d'aller vers beaucoup plus de profondeur et que cette profondeur va permettre de faire émaner aussi des interactions beaucoup plus saines. Oui. Oui, oui, Mmh, il y a une croyance très forte, je trouve, aujourd'hui dans notre société, qui est celle qu'il faut être fort, il faut mmh, être fort, il faut être, ferme et homme ou femme d'ailleurs, hein, je veux dire, on a ce même schéma qui apparaît et je trouve qu'on ne fait pas assez l'éloge de notre mmh, vulnérabilité stable, mais mmh, donc cette capacité qu'on a à être réflexif et à être plus doux quelque part, à être plus doux mmh, dans notre façon mmh, d'aborder le monde et de communiquer. Ouais. tout à fait. Alors du coup, j'en arrive à la dernière question. Beaucoup de personnes vivent de façon corps ou tête. Alors, il y a une croyance qui veut que la méditation soit uniquement mentale. Voilà. Mmh. En plus, je vais méditer, donc je vais être heureux. Mmh. Mmh. C'est un C'est peu vrai. basique. Ouais, ouais, Et donc et en tant que yoga thérapeute, donc tu as une oui, pratique corporelle, tu as oui, une pratique méditative. Est-ce que c'est totalement séparé? Là, je fais, ce que j'entends. oui, oui, ouais. Ou est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que la méditation, c'est totalement mental ou il y a un petit peu de corporel dedans? Alors c'est intéressant, merci pour cette question. Alors la pratique de la méditation est, il y a une tradition de pratique de la méditation, corporelle, Mmh, pour ce qui est de la posture, pour ce qui est de la forme. On parle mmh, souvent de méditation assise, mmh, donc sur le coussin, sur la chaise, debout. Hem, mais in fine, on peut pratiquer de différentes façons. Donc ça, c'est vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour Jon Kabat-Zinn, hein, et pour les pratiques de yoga et de pleine conscience qui m'ont appris par l'expérience qu'on peut vraiment pratiquer de différentes façons. On n'a pas besoin de pratiquer que sur le coussin, on peut pratiquer en marchant, on peut pratiquer, en faisant de la peinture, en préparant à manger, en mangeant, en parlant avec quelqu'un. mmh, Et d'ailleurs, la science, pour faire ce lien, la science est en train de montrer, à travers des études sur les pratiques informelles de pleine conscience, elle est en train de montrer que les pratiques informelles de pleine conscience, donc le fait de pratiquer la méditation,
heu, dans une activité quotidienne, que cette pratique-là, elle est aussi puissante, hein, en termes de bienfaits que les pratiques formelles. Mmh. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la méditation qui ont cette croyance que, non, il faut que je pratique, il faut que je médite Mmh. 1 heure par jour sur mon coussin, sinon il n'y a pas de Mmh. bienfait. Ouais, Alors que la science est en train de nous montrer que c'est on peut très bien pratiquer d'autres façons également. tout à fait. Ouais. Ouais. Oui, Notamment être, une oui. chercheuse, française qui s'appelle Rebecca Shankland de l'université de Grenoble, hein, qui a publié des études, là-dessus, sur la pratique informelle, hein, et sur les Mmh. effets. Oui, ça peut être, comme on se retrouve en couple le soir après une grosse journée de travail, le temps qu'on va prendre pour, cette transition ensemble. Ça peut être enseigner en pleine conscience, ça peut Exactement, être, écrire, voilà et puis tu as certainement d'autres exemples, voilà. ouais, exactement. Ça peut Mmh. être, faire la vaisselle, en pleine conscience et se brosser les dents, prendre la douche, Tout appliquer à la fait. crème, sortir le chien. C'est Mmh. tout ce qui nous permet de quelque part de désactiver notre pilote automatique et notre Mmh. façon d'être Mmh. un peu en mode robot ou en mode automatique. Et c'est une question énergétique, hein, aussi, hein. Je veux dire, Mmh. quand on pratique Tout la à fait. méditation, on est plus présent parce Mmh. que globalement, quand on est en mode automatique, on a besoin de moins d'énergie. Quand je conduis, automatiquement la voiture, je l'apprentissage est fait, il est automatique, donc j'ai pas Mmh. besoin de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour la boîte de Mmh. vitesse. Donc D'accord. en fait, c'est une pratique de présence, hein, et C'est donc exactement, ouais. la Mmh. présence, elle peut être n'importe quand, du moment Mmh. que voilà. Et qui nous procure un grand apaisement du fait qu'on est à ce qu'on fait simplement. Oui, Mmh. exactement. Mmh. J'aime bien faire ce pont. Je suis en train de lire, un physicien italien qui est basé en France, qui s'appelle Carlo Rovelli. C'est Mmh un mh. spécialiste de la mécanique quantique et du temps. Et c'est intéressant parce que dans son livre, j'ai lu, alors avec mon filtre, d'instructeur de pleine conscience, il dit que le ici ne existe pas. C'est toujours le ici et maintenant. Dans le Mmh. sens où, si on imagine par exemple, en ce moment la planète Mars, heu, à cet instant, bah, c'est toujours, un un lieu et localement et le temps. Donc Mmh. c'est ça la pratique de pleine conscience. Elle est toujours contextualisée dans ce qu'on est en train de faire, hein, et dans ce qu'on est Mmh. en train de vivre maintenant. Mmh. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que la notion d'ici et maintenant est un mouvement, du coup? Puisque tu parles de science, de physique, de temps. C'est un mouvement, oui, j'écoutais encore, il y a quelques jours, des enseignements, heu, qui sont à la croisée entre les enseignements bouddhistes et les enseignements scientifiques de la science moderne. Et on peut dire que véritablement que notre réalité, elle est cinématographique. C'est-à-dire que c'est des instants. Mmh. Aujourd'hui, quand on demande à des scientifiques de haut niveau, c'est quoi la réalité? La réalité, il n'y a pas de continuum, Mmh. ligne droite. C'est vraiment une succession d'événements, Mmh. d'instants. Mmh. Et elle est vraiment cinématographique, notre réalité. Et donc, à chaque instant, on a cette opportunité de pratiquer, de nourrir, notre présence. Heu, donc c'est un mouvement, oui, mais c'est une succession Tout de à fait, petits mouvements. Voilà. tout à Ouais. fait. D'où le terme que tu emploies de cinématographique qui nous Oui, permet de bien comprendre, ton développement, oui. ouais. Bien. Bien, nous arrivons quasiment au bout de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important, que tu souhaiterais ajouter? Non, non, je peux juste rajouter que, toutes ces pratiques que je pratique et que je propose, hein, elles ont des intentions communes, intention de cultiver notre joie, d'être plus présent, de profiter de ce temps qui nous est accordé. Et et voilà, donc c'est ce que je souhaite ajouter, mais sinon non, La joie et de profiter, voilà. oui, de profiter, voilà. Merci beaucoup Eugenio, Merci heu, Alban. merci à toi. Nous allons, bientôt nous quitter. Avant, je remercie toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous mets en lien,
tout ce qui concerne Eugenio. Vous trouverez aussi la méditation qu'il a faite pour Petit Bambou, pour les enfants, les 4 cailloux, c'est ça? Oui, Voilà, alors les 4 cailloux, c'est une méditation, exactement, c'est une façon d'approcher la méditation pour les enfants. Oui. voilà, formidable. Merci à tous, merci Eugenio et à Merci à bientôt. toi, Alban.